Donc je reviens sur je vois Lévi-Strauss vendredi matin, avant l'arrivée du personnel, comme il dit. Et alors il me parle, c'était marrant parce que il me parle marxiste, il me parle marxiste. Il dit, vous savez que je m'occupe des superstructures, n'est-ce pas ? C'est-à-dire de la religion et de la parenté, mais j'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe des infrastructures. Alors je me voyais comme mécanicien en train de démonter les infrastructures, là, les mains dans le moteur et tout. Et donc les choses sont passées comme ça. Voilà. Et alors à ce moment-là, j'étais... L'UNESCO, j'avais des amis à l'UNESCO, apprenant que je m'occupais d'anthropologie, j'allais m'occuper d'anthropologie économique, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que Braudel non seulement m'avait accueilli, mais il avait créé un enseignement pour moi d'anthropologie économique, pour que je sois puisque je lui avais dit que ça n'existait pas en France. Alors j'avais commencé à enseigner, j'avais beaucoup d'étudiants qui venaient d'Amérique latine, des révolutionnaires et tout. Et un jour, j'ai un coup de téléphone de Jojo Labalande, c'est-à-dire Georges Balandier, chez moi, et qui m'insulte. Je ne le connaissais même pas. Comment vous avez pris la place de Claude Beyassou, c'est mon étudiant. J'ai dit, je ne le connais pas. Oui, enfin, vous ne savez pas ce que c'est que le respect des ancêtres en Afrique. D'abord, je suis chez moi, il est 8h30 du soir à Bagneux. Mais enfin, monsieur Balandier, est-ce que vous pensez que c'est moi qui me suis nommé moi-même maître assistant de Braudel, ou c'est Braudel qui m'a nommé? Alors, donc il a fermé sa gueule. C'est con parce que j'aimais bien ce type, mais bon, c'était des bêtises. Alors donc, je me retrouve, quand même, c'était un beau cadeau là, de la part de Braudel de créer, je ne dis pas une chaire, mais la capacité d'enseigner, de faire ce que je voulais. Et donc l'UNESCO m'envoie au Mali. Le Mali, à ce moment-là, venait d'être indépendant. Et c'était tourné avec Modibo Keïta, Madera Keïta, etc., tourné vers l'URSS plutôt. Hein. Donc c'était le RDA, le Rassemblement démocratique africain, parti qui ensuite s'est fissionné avec Houphouët-Boigny, tout ça, quoi. Alors, on m'envoie pour faire de l'anthropologie, si on peut dire, économique, puisque l'UNESCO m'envoie pour étudier les effets du plan sur les sociétés villageoises. Bon, c'était bien, quoi, pour moi, c'était un magnifique cadeau. Donc je passe un an, il y avait un ministre du plan, un ministère du plan, des GIP du plan, mais il n'y avait pas de plan. Donc j'ai passé un an à visiter le Mali avec Youssouf Cissé, qui est devenu directeur de recherche au CNRS, qui était mon Karamoko, c'était mon co-initié, tout ça, qui m'a emmené à Sens. Je suis allé à Tombouctou, il n'y avait plus de blancs, au sens plus d'Européens, mais il y avait Hongrois, Russes, tout ça, des experts. Et donc, bon, mais je reviens à Paris et je dis, j'étais ami
comment il s'appelle? J'ai un trou. 88 ans, bientôt 89 ans, j'ai commencé à avoir des trous dans la raquette, comme on dit. Ouais. Ah, comment il s'appelait il était secrétaire de l'UNESCO à un moment. Ça va me revenir, ça. Enfin bref, attends. Je reviens, je lui dis que j'avais pas pu faire de terrain, quoi. Et mon objet n'existait pas, quoi. Et donc, il me dit, voilà, j'ai 60 ans, j'ai commencé vers 33 ans chez les Indiens d'Amérique en Bolivie. Vous êtes jeune, partez en Bolivie dans mon premier terrain pour voir qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans, quoi. Donc, je dis oui. Pendant 2 mois, on prépare la mission. Ma première femme était professeure d'espagnol. J'avais appris l'espagnol en vacances. Donc, c'était content. Et mercredi après-midi, on convient que vraiment ça va, c'est la fin maintenant. Donc, je le quitte à 4 heures et il se suicide après mon départ. Métro. Métro, voilà, c'est métro. Et donc, quelques jours après, on se trouve, Lévi-Strauss et moi, pour l'enterrement. C'était à Bagneux, le grand cimetière de Bagneux. Catafalque, les chevaux, comme autrefois, les pompons sur les chevaux. La famille, et Lévi-Strauss et moi derrière. 2, 3 collègues. Bon. Et Lévi-Strauss me dit, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas. Je devais partir en Bolivie, je suis content. Alors, comme d'habitude, si je puis me permettre, tu vois, aujourd'hui, le paradis de l'anthropologie, c'est la Nouvelle-Guinée. Oh, putain. Très bien, donc la Nouvelle-Guinée, pourquoi pas, je commence à lire sur la Nouvelle-Guinée. Je trouvais les gens très laids par rapport aux Africains et tout ça. Je commence à m'exciter un peu parce qu'il y avait des systèmes de parenté compliqués. Donc ça m'amusait intellectuellement, quoi. Mais je dis à Lévi-Strauss, écoutez, si je pars en Nouvelle-Guinée, je ne pars pas pour 6 mois, moi. Je pars pour 2 ans. Oui, mais je sais pas. Bon, alors, on va vous transférer au CNRS parce que c'est le CNRS qui va payer votre mission, là, pour 2 ans. Oui, je dis, mais ma femme va me rejoindre pour 2 ans. Et mes 2 enfants, là. J'avais déjà ma fille, mon petit. Mais avant de partir, j'étais ami de Barrault, Jacques Barrault, qui était professeur au Muséum, et qui avait été beaucoup à Yale et à Harvard, etc., et à Yale. Et il me dit, écoute, il faut que tu partes chez les copains américains pour voir un peu quel terrain tu peux faire, quoi. Alors je pars, je rencontre Marshall Salins, qui était encore à New York à l'époque. Et après, je vais à Yale. Bref, plusieurs copains américains, Rapaport, Skip Rapaport et d'autres, me font une petite liste, de petits bouts de papier comme ça, 5-6 tribus, tu vois, là, personne n'y a été, tu vois, là, c'est à côté des miens, tu vois. Là, c'est ça, donc c'est comme ça chez les anthropologues, hein, c'est à côté de moi, mais pas chez moi, quoi, tu vois. Mais bon, c'est bien, quoi. Donc je pars avec une liste.
Je pars en Nouvelle-Guinée et je suis très mal accueilli par les collègues australiens, anglo-américains, parce que la Nouvelle-Guinée était dans les mains des anthropologues anglais, australiens et américains. Hein. Mais il y avait un Français. Il y avait déjà un Français, c'est Michel Panoff, qui était là avant moi, qui m'a très mal accueilli, comme si j'étais un concurrent. Des conneries, passons. Et vers les années 1935, tout ça, il y avait eu une Française, Françoise Girard, qui avait été là-bas. Tu vois, peu de gens. Peu de gens, quoi. Alors, je suis mal accueilli parce que le général de Gaulle venait de virer les Américains de la France. Hein. Il avait donné un mois aux Américains pour vider toutes leurs bases. Et ils avaient fait. Hein. Ils avaient fait, là. Tu vois, on n'était pas à l'époque de Biden. Hein. Et donc, je suis insulté, bande de salauds, les Français. Vous avez renié les Américains que vous en délivrez, etc. Bon, enfin, passant. Moi, j'étais pas du tout gaulliste à l'époque. J'ai oublié de vous dire que après, pendant mon service militaire qui avait suivi l'agrégation de philo, j'avais été envoyé à l'école militaire et c'était assez compliqué parce que la police politique, la police française, la police militaire, tout ça avait enquêté sur moi, mais sans découvrir mes sentiments politiques. J'avais interrogé ma grand-mère, ma mère, les voisins. Tout le monde avait dit que j'étais un excellent, gentil garçon, quoi. Et j'apprends que je suis nommé officier d'action psychologique à Wilaya 4, là où était Le Pen, le lieutenant Le Pen. Donc, que je suis là affecté à la torture. Hein, l'officier psychologique, c'est interrogatoire. Alors, c'était un peu compliqué pour moi. Compte tenu de mes opinions politiques, j'étais contre la guerre en Algérie quand même. Hein. Et donc, je fais une chose, il faudra peut-être être très discret pour... le dimanche, j'étais en permission, j'avais déjà ma femme et mes enfants, donc je vais au siège du Parti communiste, un dimanche matin, habillé en civil, pour rencontrer Waldeck-Rochet, le secrétaire général. Et on me demande qu'est-ce que je veux, pourquoi je suis là. J'explique que j'ai un gros problème, en tant qu'homme de gauche contre la guerre d'Algérie, je suis nommé à Wilaya 4. Je voudrais avoir un avis du Parti communiste. Est-ce que je dois projeter mes épaulettes, dire je suis contre, etc. Donc j'attends pendant 3 heures et quelqu'un vient me dire Waldeck-Rochet ne peut pas vous recevoir, mais voilà sa réponse. Vous donnez les informations, vous prenez vos fonctions au tribunal. Pourquoi? Parce que j'avais tout fait pour ne pas aller à la Wilaya 4. J'avais tout fait avec des copains médecins qui avaient arrangé un faux dossier que ma femme, jeune femme, elle avait une maladie
létale avec 2 enfants. Donc l'état-major avait dit, écoutez, bon, vous ne partirez pas en Algérie, mais vous êtes nommé juge au tribunal militaire d'exception pour juger les communistes, les curés progressistes, enfin, tout ça, quoi. Donc c'est là que je suis parti voir Waldeck-Rochet. Et il me dit, la réponse est, vous passez toutes les informations à Gisèle Halimi, au collectif qui lutte pour la paix en Algérie. Et vous aurez quelqu'un à la rue d'Ulm, quelqu'un vous attendra le jeudi après-midi pour passer les informations. À la rue d'Ulm, il y a plusieurs entrées, plusieurs sorties. Donc, c'était très dangereux. Hein. Si j'avais été pris par la police, j'étais envoyé en Algérie et on me tuait dans le dos, quoi. Alors, tous les mercredis ou jeudis, chaque semaine, il y avait une séance du tribunal. Le tribunal militaire, c'est un tribunal d'exception pour les guerres. C'est-à-dire, on a un représentant des échelons militaires, mais les 3 juges suprêmes sont civils. Donc c'est un tribunal civil et militaire pour la défense de la patrie, quoi. Et donc, très vite, je dis aux gens, c'était quand même des juges fascistes. Hein. Donc je dis aux gens que j'étais gaulliste et que j'étais d'accord avec le général de Gaulle pour la paix en Algérie. Donc à chaque fois qu'il y avait un jugement, il y avait une voix. Au moins c'était un bulletin secret, donc il y avait toujours une voix contre, et les autres pour. Donc ils me regardaient à chaque fois. On a jugé le père Davzi, fameux. C'est un curé qui se baladait dans les garnisons françaises en Allemagne, partout, pour faire de la propagande chez les appelés contre l'Algérie, quoi, contre la guerre en Algérie. Donc, en fait, on avait le dossier, la police militaire l'avait suivi, donc on avait tous ces trucs-là sous les yeux. Et moi, je votais toujours pour son acquittement, en disant, écoutez, vous jugez de telle sorte qu'il n'y aura pas la paix, moi je juge pour qu'il y ait une paix. Bon, passons là. On me traitait de gaulo, quoi, de gaulliste. Bon, tant mieux. La semaine d'après le jugement sur Davzi, là, j'avais un autre tribunal et arrive le commandant, moi je suis lieutenant, capitaine, commandant, etc. Commandant de cavalerie, c'est-à-dire les tankistes, quoi, avec ses bottes et tout. Ouais, mon lieutenant, lui, voilà, il renvoie son ordonnance. Il dit, je voulais vous parler parce que après le procès contre le père Davzi, vous avez vu les journaux, Le Monde, etc. On a été traités comme d'habitude de tribunal fasciste. Mais vous savez, moi je suis catholique. Bon, et moi j'irai voir le père Davzi en prison. Et je me confesserai à lui parce que c'est un prêtre. Mais après je le fusillerai. Parce que c'est un ennemi de la nation.
Tu sais, moi j'ai vécu tous ces trucs, alors je rigole quand je vois les professeurs d'université imbués par leur petit pouvoir. Et un jour j'ai eu la surprise qu'il y avait 2 votes contre, moi et quelqu'un. Putain, tout le monde regarde, 2 votes contre. Et la semaine d'après, le capitaine, pas le commandant, le capitaine, on se trouve pour se déshabiller. Le capitaine renvoie son ordonnance. Oui, mon lieutenant, je voudrais vous dire quelque chose. Vous n'avez pas été surpris par les 2 votes? Si, vraiment. Ben, c'était moi. Capitaine de gendarmerie, parce que la gendarmerie fait partie de l'armée, donc en fait, il représentait les capitaines. Il dit, j'étais convaincu par vous, maintenant je voterai toujours avec vous. Bon, c'était bien. Donc pour moi, 2 ans de service militaire, ça a compté beaucoup dans ma vie. On apprend beaucoup. Je ne suis pas étonné de voir les suprémacistes, trompistes, les catholiques sectaires. Je n'étais pas du tout étonné, moi. Et quand j'étais à l'école militaire, il y a un capitaine parachutiste qui m'a dit vous êtes toujours volontaire pour apprendre à tirer vous êtes toujours volontaire pour être le premier pour faire des opérations militaires. Or, moi, j'étais au Vietnam, il dit. Or, dans tous les livres au Vietnam communiste, on dit que le communiste doit être le premier partout. Je vous soupçonne d'être communiste, il m'a dit. Il avait le nez, hein. Bon, passons là-dessus. J'ai quitté le Parti communiste quand j'étais en Nouvelle-Guinée, quand j'ai appris l'invasion de Tchécoslovaquie. J'avais un petit poste avec une antenne très longue en cuivre, et j'ai entendu Radio Pékin, parce que c'était en Nouvelle-Guinée, et les chars soviétiques. J'étais avec un géographe qui était venu me visiter ce jour-là. On a pleuré, quoi. Comment un pays communiste qui envahit un pays communiste, c'était pas possible. C'était terminé. Et donc, en plus, mon grand ami, c'était Jean-Pierre Vernant, hein, l'historien. Donc, c'était vraiment le frère pour moi. Et c'est lui qui est parti à Prague pour dénoncer l'invasion soviétique, etc. Et il a quitté le parti comme moi, quoi. Alors que, tu sais, aller vers le maoïsme, nous, on n'a pas été dans cette direction-là.